Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Le CIRAM est très heureux de recevoir M. Charles Katembo. M. Charles Katembo est titulaire d'un doctorat en développement régional à l'Université de Chicoutimi. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en baccalauréat ici à l'Université Laval. C'est l'ancien président de Baraza Lakivu en RDC. Ensuite, il est un ancien militaire de l'armée de réserve canadienne ici et il est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule L'intégration continentale du Québec et de conflits dans la région des Grands Lacs africains. Aujourd'hui, il va nous parler d'une problématique qui est très actuelle et qui concerne une partie de l'Afrique où il y a un conflit qui existe depuis des années, la problématique de la RDC Congo et la stabilité de la région des Grands Lacs africains. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à M. Charles Katembo qui aura une 30 à 35 minutes de présentation. Après, on aura une série de questions et d'échanges. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté ma participation pour cet exercice scientifique qui demande à ce que les gens pensent à ce qui se passe en Afrique centrale, là où il y a plus de 12 millions de morts. C'est plus que ce que Hitler a tué, mais c'est le silence total de soi-disant communauté internationale. Maintenant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Notre présentation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « La problématique de la RDC et la stabilité de la région des Grands Lacs africains ». Sans plus tarder, notre plan de travail, présentation globale, nous avons l'introduction. C'est quoi le problème? Nous allons essayer de définir le problème. C'est quoi au juste? Si nous comprenons bien le problème, c'est là que nous pouvons suggérer des solutions. Le problème, en bref, c'est le chaos. Et on va essayer de trouver les origines de ce chaos. Notamment, le Congo est un pays international, un statut qu'aucun autre pays sur Terre n'a. Le démantèlement du système éducatif, la corruption généralisée, les mécanismes de reproduction et de renforcement du chaos, parce que depuis l'indépendance, ça ne cesse pas, ça ne s'arrête pas, c'est le chaos total. Les gens ne respirent même plus. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Les conséquences du chaos, l'inexistence de l'État et la campagne anglo-saxonne. On va suggérer quelques pistes de solutions et les défis qui attendent les Congolais. Et on va conclure, puis on va échanger. Sans plus tarder, nous savons que depuis 96-97, il y a eu une vague d'invasion venue de l'Est pour attaquer le régime de Mobutu et qui a fait que le régime tombe. Le régime est tombé, et Kabila Père a pris le pouvoir. À un certain moment, il a changé. Il est venu avec les Rwandais et il s'est dit non, 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 vous retournez chez vous. Dès qu'il a dit ça, la guerre a recommencé. La guerre a recommencé, et c'est ce qu'on appelle la guerre mondiale africaine. Et pourquoi cette guerre? C'est que ceux qui financent la guerre veulent s'emparer des richesses du Congo. Donc, les richesses naturelles, ils profitent aussi du manque de conscience politique des dirigeants. Non seulement des dirigeants, mais des Congolais en général. Donc, on va essayer d'entrer en détail comment expliquer ce manque
de conscience politique. Et ça vient d'où? Puis il y a aussi la volonté des pays occidentaux de maintenir le sous-développement dans les pays pauvres. Il y a une volonté qui a été bien définie en 1885. On va toucher un peu à ça. Et c'est ce qui fait que malgré la richesse du continent africain, on est toujours les pays du tiers-monde. Sommes-nous incapables de nous en sortir? Grand point d'interrogation. Donc la situation du Congo, c'est un exercice à tout le monde. L'humanité a échoué. La communauté internationale a échoué pour le problème du Congo. Parce que un pays si riche sur le plan des ressources naturelles, qui a des compétences dans tous les domaines, mais parmi les plus pauvres au monde. Donc un contraste là qu'on ne peut pas comprendre. Il est parmi, disons, sur le plan des ressources naturelles, il est le premier au monde. Mais quand on regarde la pauvreté, il est aussi le premier. Pourquoi? Donc, brièvement, on va essayer d'aller. C'est quoi le problème? Celui qui était responsable de la force publique du Congo pendant l'époque coloniale, le lieutenant-général belge Émile Robert Janssen, pendant l'indépendance, il disait vous voulez l'indépendance, mais avant l'indépendance comme après l'indépendance sera égal avant l'indépendance. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il disait. Ils ne comprenaient pas. Vous voulez l'indépendance, on vous donne l'indépendance, mais ça sera la même chose qu'auparavant. Donc c'était pour dire que le système est déjà mis en place. Indépendance ou pas, on va continuer à vous exploiter. On va continuer à vous déstabiliser. On va continuer à créer le chaos pour que nous puissions continuer à vous exploiter. C'était la signification de cette phrase qui reste dans la mémoire de beaucoup de Congolais. Et Mobutu, lui aussi, qui a renchéri en disant « Après moi, c'est le chaos ». Il savait ce qu'il disait. Il savait ce qui se disait dans le monde obscur où on formatait des politiques pour bien gérer le monde. Donc le problème, c'est le chaos. Le chaos se manifeste de plusieurs façons, mais de deux grandes façons. Donc le pays est ingouvernable, présentement. L'État est absent dans tous les domaines. L'État est absent. Et l'autre problème, c'est que les Congolais ne s'assoient pas pour se parler de leur sort. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour nous en sortir? Les Congolais sont incapables. On va y entrer dans les détails. Donc, l'État est presque absent. L'occupation étrangère, la corruption généralisée, l'insécurité. Là, tout de suite, on vient de m'envoyer des images, ce qui se passe dans une ville au Congo à l'est, à Uvira, en face de Bujumbura. Là, il y a un fléau. On commence à voler les enfants. On les décapite pour prélever les organes. Parce que le commerce des organes est très florissant dans ce coin-là. Donc c'est l'insécurité totale qui règne là-bas. Donc, les massacres des populations, Béni, vous montez. Donc on tue les populations pour les remplacer. On va entrer en détail. Le pillage des ressources naturelles.
la pauvreté extrême, donc les gens ne pensent qu'à manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors qu'on a un sol très fertile. Ce n'est pas manger qui est problème. Donc, le Congo, s'il est libre, on peut fermer tous les puits pour se contenter seulement de l'agriculture. Et les gens vont s'en sortir. Mais non. Ceux qui dirigent le Congo ne veulent pas. Donc, on va commencer avec les origines du chaos. La RDC est un pays international qui est soumis à la volonté des Occidentaux parce que cette volonté est de refuser l'industrialisation des pays du tiers-monde. On va essayer de lire quelques articles de la charte de l'impérialisme. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette charte qui est même publiée sur Internet à partir des Tervuren en Belgique. Donc, on maintient les gens dans la pauvreté. C'est voulu et c'est fait sciemment. Jusqu'où l'homme sera si mauvais. La deuxième origine, c'est que c'est le démantèlement du système éducatif. Avec Mobutu, on verra beaucoup de choses sont tombées. Il n'y a plus de recherche. Je me rappelle, j'étais à l'université de Lubumbashi dans les années 80, fin années 80. On avait un professeur, Papa Robert. À ce moment-là, il était parmi les 5 docteurs en physique nucléaire. Il était embauché à la NASA, mais pour son esprit nationaliste, il est retourné au Congo, au Zaïre à l'époque. Il était devenu plus photographe que chercheur, parce qu'il prenait de belles photos et il pouvait vendre ça. Donc, la recherche oubliée. Alors, on forme qui? Donc, et là, on va voir la grève des enseignants en 1990, suite au salaire médiocre, parce que Mobutu baissait toujours les salaires, et le coût de vie, les salaires ne suivaient pas le coût de vie. Donc, la grève pousse les parents à accepter un autre système qu'on a essayé de copier à la Belgique. Mais ce n'est pas vraiment le même système. Le système de prime aux enseignants. C'est que, comme le salaire est insignifiant, les parents s'organisent pour donner un peu d'argent à l'enseignant pour que l'enseignant puisse continuer à donner des cours aux enfants. Donc, au début, c'était considéré comme une faveur, mais par la suite, c'est devenu un droit. Si tu ne payes pas la prime, ton enfant n'étudie pas. Ça devient une obligation. Et ça a commencé au collège Al-Fadjir et à Bukavu. C'est là où ça a commencé. Et par la suite, le système s'est étendu sur toute la République. Nos amis de l'ouest du Congo, ils ont vu seulement ce système venir, mais ils ne savent pas l'histoire de la prime, comment ça a évolué. Et pour mieux comprendre comment le système éducatif a été vraiment démantelé, ceux qui sont curieux pour ce sujet, ils peuvent lire un collègue, Yeikelo Yaato Bongele, qui a écrit l'Université contre le développement au Congo. Quand on lit ça, on se rend compte que nous formons des gens irresponsables. Et c'est le résultat que nous voyons aujourd'hui. Que l'évêque de Kinshasa, Monseigneur Monsengo, les appelle, il les insulte même.
les médiocres. Il les appelle les médiocres. La troisième origine, c'est la corruption généralisée et le clientélisme. Parce que quand on fait tout pour que la misère soit répandue, on se sent comme un petit prince quand on roule en voiture et que les autres commencent à venir commander. Ah, on se sent plus important. C'est une mentalité qui est inacceptable là où il n'y a pas de redistribution des richesses pour garantir le minimum vital de tout le monde. On va commencer par le premier point ici. La RDC est un pays international. Dès le départ, le Congo a été programmé pour ne pas devenir un État prospère et stable. Dès le départ, lorsque les Occidentaux sont arrivés, ils ont constaté que le Congo était riche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parmi les puissances, personne ne doit l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le roi Léopold II, qui avait une petite concession en Asie. On lui propose de venir prendre le Congo et d'abandonner cette petite concession là-bas. Parce qu'ils se sont dit, on va donner ça à une faible puissance pour que nous tous nous puissions venir nous enrichir là-bas, faire du commerce là-bas. Et comme le roi Léopold II est cousin avec la couronne britannique, donc c'est lui qu'on a appelé, on te donne ça, comme ça tu vas nous permettre tous de venir aussi puiser. Et c'est ce qui s'est passé, c'était sa propriété privée, et là, il a créé l'Association internationale du Congo. Et c'est cette association maintenant qui gère le Congo. C'est cette association, les pays membres de cette association qui sont propriétaires du Congo. Le Congo n'appartient pas aux Congolais. C'est dommage de le dire. Le Congo n'appartient pas aux Congolais, mais aux membres de cette association créée par le roi Léopold II. Historiquement, la RDC a été amputée de tous les éléments susceptibles de lui permettre de se développer. Donc, c'est le seul pays au monde qui a un statut international. Les autres pays peuvent dire, ah, le pays colonisateur de tel pays, c'est la France, c'est la Belgique. Mais la Belgique n'a pas eu beaucoup de colonies, excepté le Congo, lorsque le roi Léopold II a remis à la Belgique par la suite, mais c'était sa propriété privée. Donc nous, on a plusieurs colons qui dominent. On n'a pas un seul colon. Ce qui fait que la situation du Congo soit particulière. Pour s'en sortir, il faut que tous ces colons-là soient sur la table de négociation, ce qui n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il appartient à plusieurs colons et non à sa population. J'ai payé quelque chose d'international soumis à l'arbitraire et non au droit international. Ah, c'est quel genre de pays? Ça devient vraiment compliqué la situation du Congo. Actuellement, le Congo est sous une double colonisation. Non seulement les membres de l'Association internationale du Congo, mais aussi les pays africains. Parce que, avec la politique de proxy war, on finance l'Ouganda, on finance le Rwanda
pour attaquer le Congo et s'emparer. Et actuellement, le Congo est sous la colonisation du Rwanda. Imaginez le petit Rwanda qui a moins de 7 millions d'habitants, qui colonise 80 millions d'habitants. Chez nous, on dit un poussin qui semble gonfler dans la casserole, c'est que sa mère est en bas. Donc, ce n'est pas le Rwanda, ce sont ces pays-là occidentaux qui, à travers le Rwanda. Donc, toute l'économie du Congo est gérée par le Rwanda. Toute l'armée du Congo est gérée par le Rwanda. Donc, on a des généraux rwandais qui ne savent même pas parler Swahili, qui ne parlent que le Kinyarwanda et l'anglais. Certains commencent à parler français maintenant. Ce que nous vivons là-bas, c'est terrible. Avec le statut international, la RDC n'existe que sur papier. Sur papier, les dirigeants n'ont aucun contrôle sur la vente des ressources naturelles. Donc les circuits de la vente des ressources naturelles, ils ne savent pas. On leur donne de l'argent et on les oblige de ne pas investir dans le pays. Allez, faites ce que vous voulez ailleurs. Kabila lui-même a, je ne sais pas si c'est 16 entreprises en Corée du Nord, il en a 3 en Chine. Pourquoi ne pas les investir au Congo? Bon. Donc, quiconque veut être président du Congo doit signer certains accords secrets pour maintenir ce statut d'un pays international. Lumumba voulait aller contre ça, mais les Occidentaux lui ont dit, on va te montrer. Ils se sont ralliés avec Tshombe au Katanga et ils ont déclenché la guerre. Donc toujours il y aura un Africain qui va trahir la cause des Africains. C'est ce que nous voyons. Donc Mobutu, lui, comme il a un peu régné pendant 32 ans, c'est qu'il avait accepté et il a maintenu l'unité nationale. Et Kabila Père, lorsqu'il est arrivé, lui, il a dit niet. Il ne veut pas ça. Ah bon? Vous dites niet? Va déclencher la guerre. Et la guerre est arrivée, et jusqu'à son assassinat, le fils, il s'est aligné. Il s'est aligné. Il n'a pas eu de choix. Il s'est aligné. Et voilà là où nous en sommes. Donc, Kabila Père a voulu chasser les Rwandais, mais les Occidentaux lui ont dit non, 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 non. On va d'abord t'éliminer. Ensuite, le projet va continuer. Avec Kabila fils, la vente de tout. Tout ce que vous voulez acheter, vous avez l'argent, allez au Congo, vous allez acheter. Vous allez acheter. Tout. Donc la corruption a atteint un niveau vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Comme on est limité dans le temps, on va passer au second point, sur les origines du chaos, le démantèlement du système éducatif. Dans les années 80, j'étais à l'université de Lubumbashi. On avait la restauration, on avait des bourses, tout a été coupé. Bon. Les années 90, la situation a continué à dégringoler, à être insupportable. Il y a eu des années mortes ou des années blanches où les gens n'allaient pas à l'école. Le banditisme des jeunes, les jeunes filles qui n'avaient pas de préservatifs, il y avait un enregistrement de beaucoup de grossesses. Donc c'était catastrophique. C'est là que
le père jésuite André Nocarte a suggéré le système de primes aux enseignants. Donc, et là, le système de primes, c'était l'Église catholique qui a soutenu ça. Donc, toutes les écoles conventionnées catholiques ont adopté ça à travers le pays. Et ce qui fait que les gens peuvent aller à l'école, mais à quel prix? À l'absence du soutien de l'État. Donc les gens vont à l'école sachant que l'État est absent. Les enseignants qui reçoivent un peu d'argent du gouvernement, cet argent est loin d'être suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Donc ça devient vraiment la responsabilité des parents. L'enseignement actuellement est sous la responsabilité des parents parce que le gouvernement est presque absent. Ils ont essayé avec, pour les professeurs d'université, $2000 chaque fin du mois, mais est-ce que c'est suffisant? Et les autres du primaire et du secondaire? Donc on voit que les gens luttent individuellement au lieu de se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Donc, Mobutu, lors de la conférence nationale souveraine, a été affaibli. L'UNESCO a coupé ses ressources et il y avait la pression de l'Union sacrée, là où toute l'opposition s'est mise ensemble, mais toujours il était là, malgré les secousses. Les salaires aussi étaient vraiment médiocres, d'autant plus que à ce moment-là, on appelait la planche à monnaie. Il ne cessait de fabriquer la monnaie qui perdait complètement de valeur. Cette monnaie était acceptée à l'ouest, mais pas acceptée à l'ouest, dans un même pays. Alors on se demande où est-ce qu'on s'en va. Et cette situation était catastrophique. Parlant de la prime, pour montrer que l'État est vraiment absent de ça, chaque école pouvait fixer le montant comme il veut. Au collège Al-Fadjir, il y avait même des catégories d'élèves. Ah, votre père travaille à la banque, donc vous êtes de telle catégorie, vous devez payer telle prime. Tel père est commerçant dans le marché central, lui il est de telle catégorie, il va payer telle prime. Donc, il n'y avait pas vraiment de standard. Chaque enfant était catégorisé en fonction du revenu des parents. Donc, ce qui fait que c'était vraiment arbitraire, c'est du désordre. Donc, les gens ont commencé à lutter. Un système qui a commencé depuis début 90, c'est maintenant, 2015, que les parents se sont dit non, on est essoufflé. Il faut arrêter ça. Et maintenant, quand j'étais à Bukavu il y a 2 ans, les parents s'est mobilisés pour mettre fin à un tel système. Et le gouvernement, où est-il? Il fait semblant d'être présent, mais il est absent. Plus grave encore, l'archevêque de Bukavu, Maroui, il perçoit pour chaque école $4000 chaque année. Pour chaque école qui est membre des écoles conventionnées catholiques. Et c'est la même chose, même Monsengo à Kinshasa, il reçoit l'argent des parents. Alors on s'est dit, mais pourquoi exploiter les parents qui sont déjà pauvres au lieu de faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement prenne ses responsabilités? Donc les parents souffrent beaucoup à cause de ce système. Un système qui n'aide pas, Vous allez m'interrompre si je dépasse. Donc, conséquence d'un tel système,
c'est que les professeurs sont facilement corruptibles. Par l'argent, par les connaissances, ou on donne les points sexuellement transmissibles, comme on dit chez nous. Les points sexuellement transmissibles. Les étudiants ou élèves ne fournissent plus beaucoup d'efforts parce qu'ils savent que j'ai l'argent. Ok, je vais chercher l'argent, je donne l'argent au professeur, j'ai des notes. Et il va continuer comme ça jusqu'à obtenir son diplôme. Mais pour l'emploi, il va encore corrompre. Il sera encadré au sein de son emploi. Mais ça devient terrible. Des gens comme ça, lorsqu'ils sortent du pays, bon, ils font des scandales. Pourquoi? Parce que leur formation n'a pas été vraiment appropriée. Donc, c'est pourquoi la qualité des compétences laisse à désirer, l'éthique en éducation prend un coup, les parents riches ont plus d'influence sur les enseignants, l'absence de l'État entraîne l'anéantissement de la conscience politique, parce que les gens sont mal à l'aise, ils disent non. L'État est absent, donc on ne peut rien. Et c'est ce qu'on remarque lorsque Monsengo qui dit qui considère que tous ces gens-là ne méritent pas de diriger le pays parce que leur formation, ils ont étudié dans quelle école, dans quelles conditions. Donc, la conscience politique est foutue. Donc, nos chefs aujourd'hui n'ont aucun programme. S'il est nommé ministre, il vient, il cherche à s'enrichir et c'est fini. Donc, leur langage actuellement, c'est notre tour de manger maintenant. Donc, faire la politique au Congo, c'est accéder à la mangeoire. Accéder à la mangeoire. Donc, c'est ça le principe. C'est pas essayer de venir pour essayer de soulager la misère de la population. Non, c'est accéder à la mangeoire. Donc, la corruption généralisée, je vais prendre l'étranger libanais. C'est un cas frappant. Un Libanais, tout le monde sait que c'est un Libanais, il est là pendant quelques années, il fait ses affaires là-bas, et dans son entreprise, il n'embauche aucun Congolais. Et d'un seul coup, il donne des millions de dollars au directeur du cabinet du président, 300, 500 000, ici, 300 000, pour qu'il passe comme ministre de mines de la province du Katanga. Et il a failli passer. Heureusement qu'il y a une dame, une députée. C'est pourquoi ces derniers temps, il faut donner le pouvoir aux mamans. Elles sont plus conscientes que les hommes. C'est ce que j'ai remarqué. Elle est la seule députée qui a dit « On nous tue à cause de ces minéraux, la terre de nos ancêtres. Et voilà, nous voulons donner cette terre à un étranger. » Elle a juré que ça ne passera jamais. Une dame, une députée. Et le monsieur a dit, effectivement, j'ai investi en corrompant tout le monde pour que je puisse récupérer en devenant ministre de mines du Katanga. Et il n'est pas passé à cause de cette dame. Donc, on a vu la capacité des mamans, même en Tanzanie, le Parlement tanzanien plutôt, il y a une dame encore qui s'est levée pour changer, apporter des changements. Donc, il faut encourager les mamans. Dans des situations comme ça, extrêmes, je pense que les femmes sont mieux conscientes que les hommes. Les mécanismes de reproduction et de renforcement, on se réfère encore à l'histoire où l'Afrique est considérée comme leur réserve de matières premières
et de biodiversité. Pas plus. Pour vous les Africains, non, vous devez rester là. Alors, sommes-nous conscients de cette situation? Il revient aux Africains de penser. Qu'est-ce que nous pouvons faire vis-à-vis de ça? Parce que j'étais tellement déçu de voir comment tous les Africains ont lâché Kadhafi. Quelqu'un qui avait des projets pour développer l'Afrique, on l'a lâché. Tout le monde. Et il a été abattu comme un chien. Ça me fait toujours mal au cœur. Parce que c'est quelqu'un, si aujourd'hui, il y a la communication en Afrique fonctionne, c'est grâce à Kadhafi, le satellite qui a été lancé grâce à ces initiatives. Et beaucoup d'autres projets. Mais non, tous les Africains l'ont lâché. En tout cas, c'est vraiment dommage. On a beaucoup à échanger. Je pense que les conséquences du chaos sont vraiment nombreux. L'insécurité, le banditisme, le meurtre, le massacre. On remplace les populations. Beni, Lubero, Goma, où vous montez. On tue les populations, on les intimide et vous fuyez. Il y a une population du Rwanda qui vient s'installer. Et là, il y a un autre projet. Israël ne veut plus des Falachas. Les soi-disant Hébreux venus d'Érythrée, le coin de la corne de l'Afrique, qui étaient partis en Israël. Maintenant là, à cause du racisme, ils ne veulent plus d'eux là-bas. Maintenant, Kagame, comme président de l'Union africaine, il veut qu'ils viennent s'installer au Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas d'espace. Ils cherchent l'espace au Congo. Mais qu'est-ce que ces gens-là vont venir faire? Là, ce sont les hommes d'abord qui vont venir. 32 000. Pas de femmes, pas d'enfants, pas de vieillards. Qu'est-ce que ces 32 000 vont venir faire? Sinon, c'est pour les transformer en militaires pour aller déstabiliser le Congo encore. Donc, il y a beaucoup de problèmes au Congo que les Congolais, parfois, ils ne sont pas conscients de ce qui les tombe dessus. Probablement pas des prévisions, ils ne sont pas calculateurs, je ne sais pas. Ou bien la politique du ventre. Donc, les conséquences du chaos sont énormes. La balkanisation est là, donc nous nous attendons à ce que ceux qui veulent prendre le pouvoir au Congo considèrent tous ces problèmes qui nous guettent. L'inexistence de l'État et la campagne anglo-saxonne. Il y a une coïncidence. Le régime de Mobutu a bien préparé ce qui nous arrive. Parce que quand les Rwandais entraient, toute la population était d'accord à ce qu'ils fassent partir Mobutu. Donc Mobutu a tout préparé, il a tout détruit afin que les envahisseurs viennent, qu'ils soient acclamés. Et c'est ce qui est arrivé. Ils sont arrivés au pouvoir et les changements, la suite, nous la connaissons. Nous sommes dans une situation où le pays est sous la colonisation. Là, l'Ouganda, Mobutu qui écrit à Chirac pour se plaindre, oh, nos amis nous poignardent au dos, des choses comme ça, mais il avait préparé ça. Avec tous les milliards qu'il avait à travers le monde, il pouvait bien construire le pays, mais il n'avait pas fait. Donc il savait ce qui se passe, c'est pourquoi il a dit, après moi c'est le chaos. Donc il n'avait vraiment aucune pitié pour les défis présents et à venir. Dans les années 60, le cuivre était à l'origine des guerres au Congo. Dans les années 2000, c'est le coltan, la cassitérite et l'espace territorial. Parce que on prend d'autres populations pour les installer au Congo. Dans l'avenir, avec la nouvelle technologie, donc on s'attend à ce qu'il y ait une autre guerre.
basé sur le cobalt et les métaux rares, donc, qui seront à l'origine des conflits qui nous arrivent. Mais il y a aussi le projet de l'eau pour renflouer le lac Tchad. Le lac Tchad est en train de se sécher. Et selon les études faites, il faut ravitailler l'eau à partir du bassin du fleuve Congo. En 2005, Kabila avait accepté. Mais actuellement, j'ai vu le ministre de l'Environnement qui dit « niet », ça ne passe pas au Parlement, on refuse. Mais les Tchadiens disent que nous allons prendre, parce que vous avez accepté en 2005, nous allons prendre cette eau par la force. Donc il faut s'attendre à la guerre, à cause de l'eau. Mais le plus grand défi, c'est celui de l'éveil de la conscience politique des Congolais et la capacité à surpasser l'individualisme, le tribalisme et tout isme qu'on peut s'imaginer. Parce que quand quelqu'un, on lui donne un poste ministériel, il aligne tous ces gens de sa famille. Il ne suit pas les compétences, non, il aligne tous les gens de sa famille. Donc, en conclusion, les Congolais ont un choix à faire parmi les deux. Soit la disparition du peuple congolais suivie de son remplacement par les populations venues d'ailleurs, soit la libération totale. S'ils sont conscients de leur situation, ça sera la libération totale. Ils ont ces deux choix. Parce que l'envahisseur, qu'est-ce qu'il fait? À l'est, comme il y a des groupes armés qui les empêchent de bien s'installer, ils amènent les vaches maintenant à l'ouest. Et qui amène ces vaches à l'ouest? Ce sont des militaires rwandais qui veulent s'installer maintenant à l'ouest, en chassant la population là où ils s'installent. Et ça devient un problème sérieux. Donc, les Congolais ont un choix à faire parmi les deux. Vous acceptez être remplacé par d'autres populations venues d'ailleurs, ou vous prenez vos responsabilités et vous vous libérez. Je vous remercie. Merci professeur pour votre intervention. On a une série de questions, des échanges. Vous décrivez une situation assez chaotique de la RDC. Vous avez aussi fait aller chercher un peu les causes de ce qui se passe actuellement dans une perspective historique avec les 3 points que vous avez soulevés qui sont importants. Je laisse la parole à ceux qui veulent intervenir pour qu'on puisse échanger puis discuter de cette